Intéressant, original, mais moralement très discutable. Est-ce que quand tu entends ces adjectifs, tu as un animé en tête ? Moi, j'en ai un. Et celui-ci, si je te donne ces adjectifs pour l'animé, je peux t'assurer que lire le manga, c'est exposer à un probable fétichisme de la torture, d'attrait pour les enfants et bien d'autres fantasmes tordus. Pourtant, je te parle d'un manga dont on a à peu près estimé qu'en 2025, il y avait 22 millions d'exemplaires en circulation, et un jeu vidéo à son effigie qui a rapporté 4,50 millions de dollars. Un manga qui a même gagné un grand prix d'excellence en 2023, obtenu la première place dans les catégories meilleure bande originale et meilleur animé de l'année au Crunchyroll Anime Awards, une œuvre recommandée par le jury de la division animation. Mais alors, pourquoi s'il est tant recommandé ? Certaines couvertures montrent des enfants dénudés, dans des postures avec des détails intimes qui ne devraient pas être mis en avant. Pourquoi certaines pages bonus ne peuvent pas être montrées au public et ont été retirées dans certains pays ? Pourquoi, au fur et à mesure de la lecture, on en vient même à se demander si la torture constante, éprouvée par les personnages enfants, ne serait pas l'un des nombreux fétiches de l'auteur, sous couvert d'un manga à l'histoire originale. Cet animé a un nom. Aujourd'hui, je vais vous parler de Made in Abyss et des présumées déviances de son créateur. Imagine un monde où tout s'arrête au bord d'un gouffre. Au centre de la ville d'Ors, il y a un trou, un cratère si vaste que personne n'en voit le fond. On l'appelle l'abysse. Pas une image, pas une métaphore, non. Un puits gigantesque, vertical, sculpté dans la terre. Personne ne sait comment il est apparu. Personne ne sait ce qu'il y a tout au fond. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que ceux qui vont dans l'abysse y ressortent rarement indemnes. Et pourtant, les hommes et femmes qui se lancent dans son exploration sont toujours plus nombreux. Parce que l'abysse est devenu le centre de toutes les convoitises. On y descend chercher des reliques, des artefacts anciens au pouvoir mystérieux. Les gens qui plongent là-dedans sont appelés les sifflés, selon la profondeur qu'ils atteignent. Sifflets rouges pour les novices, noirs pour les vétérans, et au sommet de cette hiérarchie, les sifflets blancs. Ces légendes vivantes qui ont traversé les couches les plus inaccessibles du gouffre. C'est dans ce monde-là que grandit Riko, une orpheline. Fille d'une sifflet blanc disparue dans l'abysse, Riko n'a qu'une obsession. Descendre, retrouver sa mère et percer le secret de ce trou béant qui a englouti tant de vie. Et puis, il y a Reg, un garçon ou plutôt un robot avec un corps d'enfant. Il a un bras extensible, une force surhumaine et aucune mémoire. Et pour retrouver son origine, ils vont chercher les réponses ensemble, dans l'abysse d'où il est issu. Mais ce trou béant, c'est pas juste un décor, c'est une mécanique à broyer les âmes. Plus on descend, plus on souffre. L'abysse est maudite. Remonter provoque des effets secondaires sur le corps et l'esprit, nausées, douleurs, hallucinations, puis hémorragie interne, folie, perte d'humanité, jusqu'au point de non-retour. Plus tu descends dans les niveaux et plus les symptômes s'intensifient si tu décides de remonter. On dit même qu'après le 6e niveau, remonter signifie mourir dans d'atroces souffrances. Et pourtant, la mère de Riko s'y trouverait, là-bas, tout au fond du gouffre. Et elle a envoyé un message à sa fille, qui va donc commencer sa quête. Tu vois à peu près l'idée ? Ce monde, c'est Made in Abyss, et ce pitch pourrait suffire à en faire un bon manga d'aventure. Mais c'est pas une simple aventure. C'est une descente au sens le plus brut, le plus viscéral du terme. En gros, une descente dans la douleur, l'horreur, la monstruosité. Et toi, spectateur naïf, tout comme moi, qui pensais suivre une mignonne petite amitié entre un robot et une fillette, tu vas vite comprendre que tu t'es fait avoir. Parce que dans Made in Abyss, il n'y a pas de protection narrative. Tout peut arriver, et le pire arrive. Ce qu'il faut bien comprendre avant d'aller plus loin, c'est que tout est parfaitement cohérent. Et cette phrase, c'est ce que je me disais quand j'ai regardé l'animé pour la première fois, avant de me poser des questions sur l'utilité de certaines scènes gore, la sexualisation à outrance, et beaucoup de malaise. Et ça, c'est ce que l'auteur a choisi de te montrer. C'est peut-être l'un des plus grands pièges jamais tendus dans le manga moderne. Tu ouvres les premières pages, ou tu lances l'épisode 1, et ce que tu vois, c'est ça.
Des enfants joyeux, une ville perchée sur une falaise, tout est baigné d'une lumière dorée, tu penses te lancer dans une aventure mignonne, légère, pleine de reliques. Erreur! Erreur! Ce manga t'attend dans l'ombre pour t'attraper par la carotide. Il sait que tu vas baisser ta garde. Et c'est le premier choc, le contraste extrême. L'esthétique douce, presque kawaii du dessin tranche violemment avec la violence crue du récit. Rico, Reg et les autres sont des enfants, pas des jeunes héros comme on en voit partout dans un shonen, mais des vrais enfants, fragiles, trop curieux, trop naïfs, et surtout, pas intouchables. Tu t'attaches à eux parce qu'ils ressemblent aux gosses qu'on a tous été, parce qu'ils rient pour rien, parce qu'ils ont des rêves trop grands pour eux, et puis tu les regardes souffrir. Tu les vois mutilés, être rafistolés, retorturés, encore et encore, jusqu'à te demander si c'est pas le but du show en fait. Et là, l'horreur prend tout son sens. Elle vient pas forcément de monstres hideux ou de jumpscares, elle vient du décalage. Elle naît quand l'innocence se fracasse contre une réalité que même des adultes ne pourraient supporter. C'est de l'horreur psychologique, parce que tu n'es pas censé voir ça, pas à travers des yeux d'enfant du moins. D'ailleurs, parlons-en de l'innocence, parce que dans cette œuvre, j'ai eu l'impression qu'on essayait de la briser à chaque fois. La première fois que j'ai regardé Made in Abyss, moi qui suis fan d'horreur psychologique, je me suis dit, c'est incroyable, ce contraste avec l'innocence des enfants fait que les scènes d'horreur et de gore sont impactantes. Il y en a tellement que je peux pas toutes les citer, mais parmi celles-ci, il y a la transformation de Mitty, en ce qu'elle est devenue, qui a honnêtement brisé tous ceux qui ont regardé la scène, ou même lorsque Rico se fait blesser, au point qu'elle enseigne de tous les orifices, que son compagnon enfant doivent lui péter le bras, et je peux vous dire qu'on a tous les détails, on voit tout. J'ai vu beaucoup d'animés dits horrifiques, les Blood Sea, Another, Parasite, Corpse Party, Promise Neverland si on parle d'horreur et d'enfants et de douleur, mais aucun ne met autant l'accent sur la souffrance, avec tellement de réalisme que tu te dis, oui, effectivement, pour guérir de cette blessure, il faut lui casser le bras, il faut éviter que ça fasse un caillot, il faut éviter le saignement en faisant un garrot. Plus tard, quand ça sera guéri, on va remettre une couche sur ça, en enlevant les champignons qui sont sur ce bras. Et c'est si horrible que l'héroïne va suriner dessus. Donc tu vas voir la douleur à tel point que j'étais crispée en regardant. Parce qu'en plus c'est une gosse qui subit ça. Rico a 12 ans. Et je vous le remets dans la réalité pour qu'on se rende compte, parce qu'on peut se dire que c'est une préado. Mais non, un enfant de 12 ans, c'est ça. C'est un petit. Et ces scènes de souffrance sur des enfants, il n'y a que ça. Alors quand vous regardez les films, c'est pire. L'aurore de l'âme des profondeurs m'a vraiment mise mal à l'aise sur plusieurs points. Dans le manga, tout est aussi bien détaillé, la transformation de Mitty, les gosses qui sont, et le terme est parfaitement juste, dépecés et mis dans des valises sous petits tas de chair et maintenus en vie en étant drogués, des membres qui se contorsionnent, sont brisés, des morts atroces, il y a de tout. Et en étudiant un peu plus la question, en fait c'est devenu dérangeant. J'ai l'habitude du gore, je l'apprécie, mais la répétition de ces scènes, surtout sur des enfants dans le récit, pour moi et pour beaucoup, sont devenues assez louches. Je parle pas de louche, ça m'a choqué, on s'attend à de la violence, mais de louche, il y a quelque chose de caché là-dessous. Parce que je peux comprendre qu'une mort ou une blessure fasse avancer l'intrigue. Mais dans le subreddit de Made in Abyss, la question s'est posée. Pourquoi des enfants ont-ils besoin d'un tel niveau de torture, et le mot est bien choisi, pour faire avancer l'intrigue? Est-ce que ça sert vraiment l'histoire? Et surtout, est-ce que c'est pas un fétiche caché? Qu'on se le dise, Made in Abyss, c'est une œuvre d'exception. Mais ce qui la rend si unique, si inoubliable, c'est aussi ce qui la rend dérangeante. Parce que dès qu'on gratte la surface, cette surface mignonne, ce gouffre plein de secrets, on tombe sur quelque chose de bien plus sombre que la violence graphique. C'est simple, quand tu termines un épisode de Made in Abyss, souvent deux émotions sont présentes, la fascination et le malaise. Le malaise, il vient pas juste des mutilations, des enfants qui hurlent ou des morts traumatisantes. Non, il vient aussi d'autre chose, plus insidieux. Quelque chose qui ne saute pas aux yeux au premier visionnage, mais qui finit par devenir évident quand on se pose la question de sa légitimité. Quelque chose qui fait que tu hésites un jour à recommander ce manga à quelqu'un. Ce malaise, c'est l'ambiguïté dérangeante autour des enfants dans l'œuvre. Parce que oui, Made in Abyss met en scène des enfants qui pleurent, qui se battent pour survivre, et jusque-là rien d'anormal, c'est de la dark fantasy, tu t'attends à de la violence. Mais voilà, il y a un pas de plus. Un pas bien glissant, dissimulé sous les décors magnifiques et les créatures bizarres. La sexualisation infantile. Il faut en parler. C'est une œuvre qui expose en détail des enfants dénudés, maltraités, placés dans des positions qui font tiquer. Des illustrations pin-up de fillettes, des poitrines inutilement marquées avec de gros décolletés,
Des corps d'enfants dessinés avec une précision qu'on attendrait dans un tout autre registre. Et non, c'est pas des accidents isolés. Ce n'est pas une scène dans un contexte dramatique. Ce sont des pages entières, des bonus d'auteurs, des illustrations au récit. Et non, rien de tout cela n'est justifié par l'intrigue. J'ai envie de vous dire que ça saute pas aux yeux dès le début, mais ça serait vous mentir quand, dès le premier épisode, on apprend que Rico se fait punir en étant attaché nu, une punition récurrente dont on aura les images, et c'est clairement du bondage. Mais on va en reparler plus tard. Certains évoquent que c'est normal, et que rien de bizarre n'est là-dedans, mais alors comment justifier que les petites filles présentent souvent des décolletés avec de la poitrine, bien dessinée? On peut me dire, oui, mais dans tous les mangas animés, on a du fanservice. Et je vous répondrai, pas avec des enfants. Vous allez pas me dire que dans Seven Deadly Sins, par exemple, ou My Hero Academia, ou Fire Force, le fanservice ne vous a pas un peu saoulé. Il est trop présent, il apporte rien à paraître malaisant, et fait passer littéralement des hommes comme des porcs qui savent pas se retenir. C'est pas flatteur. Et maintenant, imaginez la même chose avec des enfants. Et des exemples, j'en ai plein, hein. Et pour vous éviter d'avoir le fameux « non mais le lolicon ça fait rien, est-ce que tu nous décris c'est pas du fétichisme ou de la pédophilie ?» Je vais vous décrire brièvement certaines scènes en détail. On va aller risquer la monétisation ici. Rico, qui déshabille son amie, fait des réflexions sur ses parties génitales qu'elle a touchées. Reg, qui se fera toucher à de nombreuses reprises sans son consentement par ses amis, allant même jusqu'à avoir des tuyaux sur ses parties intimes, sous prétexte de l'étudier parce que... D'ailleurs, notez que dans tous les mangas où on a étudié des spécimens dans un laboratoire, il n'y a pas eu de scène pareille. Je reprends. Des gémissements et des comportements trop limites quand les enfants ont des interactions entre eux. Une fillette qui parle de l'entrejambe de son père, de l'excitation masculine et de ce qu'elle en a vu. Une page bonus particulièrement immonde de jumeaux sans jambes, nus, assez incestueuses avec 6 tétons qui produisent du lait. Ce sont évidemment des enfants. Des scènes poussées sur le fait de suriner dessus, répétées, insistantes, et le manga prend le temps de s'y attarder et de dessiner tous les détails. Tu pourrais dire que c'est pour montrer leur vulnérabilité, mais après 3, 4, 5, 6 occurrences, la justification elle devient bancale. Du bondage nu sur des enfants qui est vu au départ comme une punition, mais que bizarrement on retrouve un peu partout, et même dans des illustrations bonus. Un V sur une mineure, et des tentacules comme toilettes. Et tout ça, ça ne sert ni l'intrigue, ni l'univers. Ce n'est pas un outil narratif, c'est un ajout volontaire et assumé. Sur Reddit, on retrouve beaucoup de discussions sur le sujet. Certains ont remonté des interviews, et là c'est le choc. Tsukushi, l'auteur, aurait déclaré dessiner des filles nues parce qu'il aime ça. Des mots simples, clairs et pas démentis. Du côté universitaire, la réception de Made in Abyss fait débat. Dans un article publié dans Orientaliska Studier, on parle de réception conflictuelle, de malaise culturel entre l'Occident et le Japon. On aborde même le terme de loli content, un mot tabou, mais qui revient régulièrement dans les critiques internationales, pas pour juger une culture, mais pour questionner une zone d'ombre ignorée trop longtemps. Et c'est pas qu'une polémique de forum. En France, les éditeurs ont tranché. Certaines couvertures ont été modifiées, des chapitres ont été tout bonnement retirés, comme des pages bonus avec le label « contenu inapproprié ». Et c'est rare, très rare. Berserk, avec son lot de scènes insoutenables, a été publié sans filtre. Alors que vu les tags qui sont inhérents à ce manga, on aurait pu s'attendre à un peu de censure. Mais Made in Abyss, lui, a été censuré. Ce qui en dit long. C'est à se demander très sérieusement, est-ce qu'on est toujours face à de l'art ? Ou face à une œuvre qui, sous couvert d'une histoire faite pour choquer avec des personnages dont l'esthétique a été sciemment choisie, est là pour permettre la représentation pédophile des kinks et fantasmes de l'auteur. D'ailleurs, qui est-il ? Akihito Tsukushi, né en 1979, un nom que peu connaissent avant ce manga, mais un visage connu dans les cercles de l'illustration japonaise. Avant de plonger dans l'abysse, Tsukushi travaillait chez Konami, où il dessinait pour des jeux vidéo. Un style reconnaissable, très graphique. Il finit par quitter l'univers du jeu pour créer son propre monde qui s'appellera Made in Abyss. Le succès est fulgurant. Le manga devient culte, l'anime propulse l'œuvre à l'international, on parle de génie, de révolution visuelle, d'un souffle nouveau dans la dark fantasy. Les critiques saluent le travail graphique, la narration labyrinthique et les choix esthétiques. Tsukushi devient une figure majeure dans la scène manga, une référence. Mais très vite, le débat dévie. Pas à cause d'un scandale judiciaire. Pas de condamnation, rien de pénal, juste des images. Juste des scènes et juste des bonus. Et des déclarations aussi, parce que c'est pas qu'un bad buzz classique. En fait, ce sont des interviews où l'auteur parle de son goût pour les corps juvéniles comme d'un trait esthétique. Des dessins hors narration où on retrouve des enfants dans des poses qui rappellent plus des pin-up que des explorateurs. Tsukushi ne cache rien, il revendique une certaine liberté artistique. Il assume dessiner ce qu'il aime sans filtre,
Et il est très très fort pour se justifier. Quand je vous parlais des scènes de pipi caca, on retrouve une scène où Rico fourre son nez dans les fesses d'une autre fille pour renifler. Sa justification ? C'est normal, c'est de l'exploration, on essaye d'être très réaliste ici. En fait, de mon point de vue, il sait ce qu'il fait. Il laisse juste rien filtrer. Et c'est ce flou qui crée le malaise. Mais on n'est pas face à un criminel pour l'instant, mais face à un créateur dont l'univers, pourtant si riche, semble traverser d'une obsession dérangeante. Alors on fait quoi ? On efface tout ? On sépare l'artiste de l'œuvre ? On accepte, on s'excuse, on détourne le regard et on se dit que c'est quand même bien ? Ou alors on fait ce que t'es en train de faire là, maintenant. On observe, on questionne, on remet en contexte, et on se demande honnêtement ce qu'on accepte de lire. Et pourquoi ? Donc maintenant la vraie question, les pages bonus, les scènes hors narration, les postures, les enfants dessinés comme des poupées érotiques, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Pour faire passer un message ? Pour développer un personnage ? Ou juste pour choquer ? Attirer l'attention ? Bousculer les limites ? Parce qu'il y a une différence entre montrer l'horreur pour la dénoncer, l'enrober dans une esthétique séduisante pour mieux la faire passer. Et si vous n'êtes pas d'accord, posez-vous la question. Est-ce que le succès mondial de Made in Abyss la rend intouchable ? Est-ce que parce que c'est trop bien réalisé qu'on accepte tout sans sourciller ? Les tortures, la scatophilie, les tentacules, le loli shotacon, et j'en passe. Surtout que pour avoir lu ce qui se prépare avec la saison 3, je peux pas croire qu'elle va être mise sur écran sans faire polémique. Très honnêtement. Et c'est là qu'on se heurte au dilemme de notre époque. En tant que public, qu'est-ce qu'on tolère ? Jusqu'où on accepte d'aller au nom de l'art, du choc et du frisson ? Parce qu'il s'agit pas juste d'un auteur, il s'agit de notre seuil de tolérance collective. Et ce seuil, il recule, lentement mais sûrement. Les gens comme lui le savent, parce qu'à partir du moment où tu vas annoncer que c'est pour développer ton histoire ou tes persos, que ces traumas sont nécessaires, alors le lecteur va accepter. Pour te faire un rapide petit parallèle, il a longtemps été demandé dans les séries ou films pourquoi on faisait évoluer des personnages féminins, souvent avec des scènes de V ou d'agression sexuelle. Et que subitement après, la personne va changer du tout au tout. C'est devenu presque banal à tel point que des études ont été faites sur le sujet, parce qu'à chaque fois, ça devenait l'arc scénaristique obligatoire pour devenir un personnage fort. Comme si il ou elle n'allait pas évoluer sans trauma puissant. Comme s'il pouvait pas réfléchir avant ça. Et dans nos lectures, ça n'est pas mieux. Donc oui, notre tolérance collective évolue elle aussi. Pour terminer tout ça, je vous dirais que Made in Abyss c'est une œuvre magnifique visuellement. Et c'est pour ça que j'ai été gravement déçue alors que je l'ai adoré. Tu tombes amoureux de l'univers et tu ressors sali. Pas à cause du sang ou de la violence, mais à cause de cette sensation un peu tenace que quelque chose ne va pas. Et ce malaise, il vient pas de l'abysse, il vient de celui qui l'a creusé. Akihito Tsukushi a créé une œuvre, mais il a aussi dessiné des images qu'on ne devrait pas avoir à défendre. Des images qui n'ont rien à faire là, qui dépassent l'art et rentrent dans autre chose. Quelque chose de plus douteux et de pénalement répréhensible. Alors non, on va pas faire semblant de rien avoir vu. Made in Abyss, c'est effectivement un gouffre, et c'est toi, lecteur ou spectateur, qui va décider si tu vas y descendre ou non. Maintenant que tu sais que les monstres là-bas, c'est pas le véritable problème. C'était Matux, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner si c'est le cas.